Bientôt 19h sur iTélé. Bienvenue si vous nous rejoignez en direct tout de suite. L'essentiel de l'actualité, le journal même avec Caroline Delage. Caroline. Il va tout faire pour aider. Voilà le rôle de François Bayrou dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont exprimés ensemble au Palais de Tokyo à Paris après avoir annoncé leur alliance hier. On ira retrouver Loïc Signor sur place dans un instant. De nouvelles manifestations pour demander vengeance pour Théo. Des échauffourées en marche qui ont opposé les jeunes et les forces de l'ordre. Place de la Nation. Le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes ce week-end, porte de Versailles à Paris. Et gros plan dans ce journal sur la Blonde d'Aquitaine. Et on commence par ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques instants en direct sur iTélé. Cette alliance avec François Bayrou est un vrai tournant dans la campagne. Voilà, c'était pendant une conférence de presse commune entre les deux hommes, le président du MoDem et le candidat En Marche, qui ont conclu une alliance hier pour la présidentielle et qui se sont retrouvés aujourd'hui au Palais de Tokyo à Paris. Vous êtes sur place, Loïc Signor, et vous avez évidemment assisté à cette prise de parole commune des deux alliés. Oui, et l'équipe d'Emmanuel Macron a tout fait pour événementialiser cette rencontre, cette image politique, cette officialisation d'un mariage entre le leader du MoDem et celui d'En Marche, ce qui a donné lieu à quelques improvisations pour cette conférence de presse commune entre les deux hommes. Beaucoup de caméras, évidemment, beaucoup de journalistes étaient présents pour écouter le message de François Bayrou et d'Emmanuel Macron qui compte s'appuyer sur l'expérience du leader du MoDem. Écoutez ce qu'a dit François Bayrou. Dans cette campagne, François Bayrou va apporter son expérience, sa sensibilité, la famille politique qui est la sienne et qu'il porte depuis tant d'années, qu'il a parfois porté d'ailleurs dans l'adversité et la solitude, et je veux lui rendre hommage. C'est la preuve d'une conviction dans le temps. Et donc c'est fort de tout cela que cette courant politique, cette force politique, eh bien, pourra s'exprimer dans un rassemblement plus large. Voilà, vous venez d'entendre Emmanuel Macron qui rend donc hommage à François Bayrou, le maire de Pau qui a tenu à marquer ces différences. Elles existent, ces nuances, dit-il, entre lui et Emmanuel Macron. Mais l'enjeu est crucial face à la montée du Front National et le risque de retrouver Marine Le Pen au pouvoir. Il faut s'entendre bien au-delà des clivages gauche et droite. C'est l'objectif commun des deux hommes qui assument leurs propos passés, des quelques critiques de François Bayrou ou de Emmanuel Macron l'un contre l'autre. Mais c'est comme au rugby, ont-ils répété tout le dé. Il s'agit d'une mêlée ouverte. Merci beaucoup Loïc Signor en direct du Palais de Tokyo. François Bayrou effectivement qui a reconnu peut-être avoir eu des mots, des affrontements, mais maintenant l'heure est trop grave. Mon rôle est très simple, je vais tout faire pour aider. Il y a un candidat, je n'ai jamais accepté l'idée de ticket, ni quand j'étais moi-même en situation de candidat, ni après. La Ve République, c'est pas ça. La Ve République, c'est il y a quelqu'un qui se présente, candidat à la présidence de la République, et puis il peut naturellement rassembler autour de lui en respectant les différences, les identités et l'histoire de ceux qui veulent participer à cet espoir. À gauche, Benoît Hamon annonce également de son côté un rassemblement. C'est imminent, il devrait arriver très vite. Voilà ce qu'a dit Benoît Hamon depuis Arras, où il était en déplacement aujourd'hui. Le candidat socialiste qui ne craint pas cette alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron, qui devrait donc annoncer un accord avec Yannick Jadot dans les heures ou dans les jours qui viennent. Écoutez cette séquence où des militants sont venus lui demander de rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Ah non, rejoignez Mélenchon. Ah non, avec nous. Ça va? Bon. Avec c'est quand l'unité? Eh ben, quand vous allez répondre. Vous croyez que j'ai pas répondu? Je sais pas. Oh, peut-être des Mais fois, alors dites aux journalistes, quand est-ce que vous avez répondu? Et à votre avis, combien aujourd'hui dans les sondages, il y a un 17 Hamon, 10 Mélenchon. 17 plus 10, ça fait combien? Non, mais c'est pas 27, ça. 27, allez. Mais c'est pas ça. Non, monsieur Hamon. De nouvelles échauffourées en marge de manifestations pour Théo à Paris. 16 lycées ont été bloqués aujourd'hui par des manifestants et puis effectivement des heurts, place de la Nation à Paris, entre des jeunes et des forces de l'ordre. Le mot d'ordre des manifestants, vengeance pour Théo.
À coups de gaz lacrymogène, la police disperse les manifestants de la place de la Nation. Épilogue d'une matinée de manifestations lycéennes. Un peu plus tôt, ils étaient 1 millier à manifester pour demander justice pour Théo, ce jeune violemment interpellé en Seine-Saint-Denis. La mobilisation interdite par la préfecture a été ponctuée d'affrontements entre certains jeunes et les forces de l'ordre. Dans le cortège, un seul mot d'ordre, la fin des violences policières. On est venu pour Théo parce que ce qui se passe c'est totalement inacceptable. Quand ça se passe aux États-Unis, notre gouvernement dit oh mon Dieu c'est inacceptable, mais quand ça se passe dans notre pays on dit que c'est accidentel. C'est vraiment quelque chose où il faut se rebeller. Aujourd'hui en France il y a un problème, il y a eu de nombreuses bavures policières ces dernières années et on a l'impression qu'il n'y a aucune justice en fait. Que ça soit il y a 10 ans avec Zied Ebouna, la justice on ne l'a pas vue. Ce matin, c'est près de 16 lycées de Paris et de sa région qui ont été bloqués à l'aide de poubelles et de barrières. Des blocages pacifiques, sauf dans certains établissements où des poubelles ont été incendiées. Mobilisation également en province et en particulier à Montpellier, où quelques centaines de lycéens ont défilé. Après des échauffourées, la mobilisation s'est soldée par plusieurs interpellations. En santé publique, nous sommes tous confrontés aux perturbateurs endocriniens. Oui, c'est le résultat sans appel d'une étude assez effrayante. 7 personnalités ont accepté de faire analyser leurs cheveux. Eh bien, ils sont tous, sans exception, contaminés par des perturbateurs endocriniens. Viviane Hervier, Jean-Laurent Costantini. Tous ont accepté de sacrifier une petite mèche de cheveux pour les besoins de l'analyse. De Nicolas Hulot à José Bové, en passant par le candidat vert à la présidentielle, Yannick Jadot, ou encore Yann Arthus Bertrand. Au total, 7 personnalités impliquées dans le combat pour l'environnement et censées faire attention à leur mode de vie. Résultat, un cocktail important de perturbateurs endocriniens a été retrouvé dans tous les cheveux et la navigatrice Isabelle Autissier arrive nettement en tête du classement. Moi j'ai été vraiment surprise parce que je pense avoir une vie relativement saine et c'est là que j'ai pris conscience que c'est des produits qui, pour une partie d'entre eux, ont des durées de vie de plusieurs dizaines d'années. Dans le cas d'Isabelle Autissier, la contamination remonte à l'époque où elle travaillait dans les chantiers navals avec toutes sortes de produits toxiques. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques présentes dans de nombreux produits du quotidien. Peinture, cosmétiques, jouets, plastiques, denrées alimentaires. Ils peuvent notamment favoriser l'apparition de certains cancers. Pour Delphine Bateau, participante elle aussi à l'étude, l'Europe a trop longtemps tergiversé sur cette question. Si l'Europe continue d'être bloquée par les lobbies, à ce moment-là, la France est fondée à prendre des décisions pour elle-même. Mardi prochain, la Commission européenne doit adopter un texte censé définir ce que sont les perturbateurs endocriniens. La France, comme la Suède, milite pour une définition stricte, fermant la porte à toute dérogation. Et puis le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes ce week-end. Et chaque année, c'est une armée de paysans qui se remporte de Versailles pour défendre produits, production, élevage. Dans le Tarn, près de Castres, Karine Moulet et Frédéric Planté font partie des incontournables porte-drapeaux des bovins de race blonde d'Aquitaine. Ils ont déjà reçu plusieurs prix au salon de l'agriculture et cette année, ils participent au concours de bêtes de boucherie. Jean-Luc Thomas, Romaric Poteau. C'est une bête qui a énormément de dessus, de dos. C'est là que se trouvent les morceaux nobles, donc le filet, etc. Cette paisible blonde d'Aquitaine sera une des stars du salon de l'agriculture. Vendue aux enchères durant ce salon, elle fera le bonheur du plus offrant, un boucher ou un restaurateur, avec ses 750 kilos de viande haut de gamme. Par ce concours-là, donc de vaches de boucherie, on veut communiquer avec le consommateur pour montrer comment on travaille simplement avec de l'herbe, des bêtes qui sortent, qui vont dehors, qui sont alimentées correctement. Être présent au salon de l'agriculture, c'est expliquer au grand public l'amour de l'élevage, mettre en avant aussi des bêtes rares, très rares. Les Frileuses et ses collègues sont une vitrine pour nous en fait. Elles représentent tout ce qu'on recherche dans les qualités musculaires d'une vache pour pouvoir parler aux consommateurs de la filière viande. Pour les éleveurs de cette race créée en 1963, le salon est incontournable. Il est devenu le grand comice agricole de la communication, de la prospection et de la notoriété. On se doit d'être là pour montrer aux éleveurs qui seraient indécis, qui voudraient changer de race ou qui voudraient démarrer tout simplement l'élevage, de montrer toutes ces qualités et les avantages de notre race. Troisième espèce française avec près de 600 000 têtes, la blonde d'Aquitaine fait un carton à l'export. Elle est présente dans une trentaine de pays, partout dans le monde.
Voilà pour le journal. Merci Caroline. À tout à l'heure, 19h30. Dans un instant, notre invité, c'est Jacques Toubon, le défenseur des droits. On va notamment parler des rapports entre la population et la police avec des chiffres qui sont inquiétants. À tout de suite sur On se retrouve en direct sur iTélé avec notre invité Jacques Toubon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le défenseur des droits. On va justement parler du rapport que vous avez présenté ce matin et qui fait un constat d'une grande tension dans les relations entre la police et la population, notamment sur l'année 2016. Il y a eu une augmentation de plus de 30%, je crois, des récriminations. Il ne s'agit pas de plaintes directement, enfin des récriminations des habitants envers de la police. Quels sont les chiffres et à quoi est-ce que vous l'attribuez? D'abord, mettons les choses au point. Mon rapport d'activité, il porte sur l'ensemble de mon activité, relations avec les services publics, lutte contre la discrimination, droits des enfants. Je veux dire par là que ce sujet, qui a été mis en exergue à cause de l'actualité, ce que je comprends parfaitement, est loin d'être le seul. Mais là-dessus, il y a à peu près 30% de plus de réclamations par rapport à l'an passé. L'explication, elle est pour l'essentiel que nous avons eu des réclamations assez nombreuses à la suite des manifestations du printemps dernier, manifestation contre la loi travail. Et donc je pense qu'en année normale, c'est chaque année 10% de plus. Mais ce qui veut dire que les Français sont de plus en plus sensibles à l'idée que les forces de sécurité doivent exercer leur métier en respectant des règles de comportement professionnel, qu'on appelle la déontologie, c'est-à-dire la nécessité de leur intervention, la proportionnalité de leur intervention de manière générale. Ça veut dire que les Français sont plus exigeants ou ça veut dire que les policiers se lâchent un peu plus? Non, à mon avis, ça veut dire que les Français sont plus exigeants, d'une part, et que d'autre part, les situations dans lesquelles se trouvent les forces de sécurité sont plus difficiles qu'avant. Un exemple, c'est ce qui s'est passé sur le barrage de Sivens, où un jeune militant est mort à cause du tir d'une grenade. J'ai pris une décision il y a quelques mois là-dessus, et j'ai montré comment les circonstances étaient extrêmement difficiles. Donc je pense qu'il y a deux facteurs, et le premier d'entre eux, moi, je trouve qu'il est très souhaitable. Si les Français sont en matière de droits fondamentaux plus exigeants encore qu'ils n'étaient, c'est bien pour les droits et pour l'égalité, car c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la police, toutes les forces de sécurité, soient des forces d'égalité. Laurence Ferrari, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un gardien de la paix. Eh bien, il faut qu'il le soit vraiment. Justement, la police est mise en cause à travers l'affaire Théo, ce jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été molesté par un policier. Il y avait plusieurs lycées bloqués aujourd'hui dans la capitale pour protester contre les violences policières. Qu'est-ce que cela dit de l'état des relations entre la jeunesse et la police? Cela dit ce que l'année dernière, dans une grande enquête que j'ai faite sur l'ensemble de la population française, 5000 personnes ont été interrogées, j'ai déterminé, effectivement, de manière objective. En gros, 80% de la population dit qu'elle n'est pas contrôlée et dit qu'elle n'a pas de problème avec la police. Mais 16%, ce qui fait beaucoup, et qui sont essentiellement des jeunes hommes noirs, arabes, maghrébins, disent qu'ils sont contrôlés 20 fois plus que le reste de la population et qu'à l'occasion de ces contrôles, il y a des incidents. Donc, on voit bien qu'il y a une partie de la population qui est en conflit, en quelque sorte, avec une partie de la police. Et c'est ça, moi, que je voudrais que nous traitions, que ces contrôles d'identité, s'ils deviennent traçables, si on peut faire des recours, si on peut les contester, c'est-à-dire s'ils existent, s'ils ont une existence juridique. Si on a un récépissé. Et donc, le récépissé n'est pas un bon mot, je dois le dire, je le récuse pour une raison simple. C'est parce que c'est un chiffon rouge, notamment pour les policiers et les policières. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler d'une attestation enregistrée, c'est-à-dire que, comme ça se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, quand on relève le stationnement irrégulier, on fonctionne avec des petites machines électroniques. Mais on peut le faire exactement de la même façon. Ça permettra de savoir combien il y a de contrôle d'identité, où il se passe, qui c'est qui le fait, quelles sont les personnes qui sont contrôlées, quels sont les motifs. Et à partir de ce moment-là, on obtiendra le même résultat que celui qui a été obtenu dans certains pays étrangers, moins de contrôle et moins de contrôle subjectif, c'est-à-dire qui risque d'être discriminatoire. Et ainsi, on retrouvera, au lieu d'une situation de conflit, une situation de cohésion. Je n'ai pas
aimé dans les manifestations qu'on a vues, que vous avez montrées tout à l'heure, par exemple cette banderole « Vengeance pour Théo ». Non, ce n'est pas la question de la vengeance. On ne peut pas, dans une société organisée comme la nôtre, dire vengeance. Il faut que la loi passe. Et la loi, c'est l'égalité. Et la loi, c'est la justice qui est chargée de la faire appliquer, puis aussi un peu le défenseur des droits quand il est saisi. Mais je ne pense pas qu'il faille continuer à opposer un groupe à un autre de manière globale. Le fonctionnement des institutions de la sécurité est bon, et il ne faut plus, il faut qu'on sorte de cette confrontation, et je pense que c'est la question de rendre traçable, rendre régulier, visible les contrôles d'identité. Certains politiques, François Fillon notamment, envisagent de baisser l'âge légal pénal à 16 ans. Qu'est-ce que ça implique pour vous ? J'ai déjà eu l'occasion de dire, notamment lorsque, il y a quelque temps, le ministère de la Justice voulait réformer la justice des mineurs, que pour ma part, je pense que le fait de descendre la majorité pénale, c'est-à-dire, très concrètement, que à partir d'un certain âge, on n'est plus jugé par un tribunal des mineurs particulier, mais on est jugé par le tribunal correctionnel normal, ou le tribunal des adultes. Cette formule ne me paraît pas, de mon point de vue, apporter beaucoup. Parce qu'en fait, les tribunaux pour les mineurs, aujourd'hui, ils sanctionnent déjà extrêmement sévèrement les délits ou les crimes qui peuvent être commis par des mineurs, qu'ils aient mineurs de 18 ans ou mineurs de 16 ans. Donc je ne pense pas que ça apporterait grand-chose. Et de plus, alors là c'est le point de vue du défenseur, qui est aussi, ne l'oublions pas, le défenseur des enfants. C'est ma mission. Je dis que du point de vue du droit des enfants, il est très important que la justice des mineurs puisse continuer à faire son travail éducatif. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un enfant... Pas uniquement répressif. Voilà. Vis-à-vis d'un enfant ou d'un adolescent, il ne s'agit pas seulement de sanctionner de manière répressive, il existe des sanctions éducatives, c'est-à-dire qui font avancer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, est-ce qu'on est encore un enfant, disent ceux qui défendent cette mesure, lorsqu'on est multirécidiviste à 16 ans, multicondamné, et que, voilà, on n'arrive pas à revenir dans le droit chemin ? Dans ces cas-là, Laurence Ferrari, il suffit de prendre la chronique judiciaire. Les tribunaux pour mineurs sanctionnent très sévèrement. Les cours d'assises, puisqu'il y a des cours d'assises spéciales pour les mineurs, sanctionnent aussi très sévèrement. Donc l'idée qu'un tribunal pour adultes serait plus sévire qu'un tribunal pour mineurs et n'est pas une idée juste. C'est n'importe quoi ce que propose. Donc je pense que il faut que dans ces affaires, on se dise que le plus important, c'est qu'on investisse dans la justice, qu'elle soit la justice des adultes ou la justice des mineurs, c'est de ça qu'on a besoin. Vous êtes évidemment le défenseur des droits des enfants, vous l'avez rappelé. Vous dites que la protection de l'enfant reste en 2016 le premier motif des saisines de vos services. Alors la protection de l'enfance... Quel type alors de saisine ? La protection de l'enfance, ça veut dire qu'un enfant se trouve par exemple en danger, selon les termes de la loi, qui est une loi de 2007. Et à ce moment-là, il va être d'une manière ou d'une autre confié à un service qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, qui va assurer une mission de protection de cet enfant. Ça peut aller jusqu'à, par exemple, le retirer à sa famille et le placer dans un foyer. Et là, il est évident qu'une des questions très importantes qui se posent, c'est la question de la maltraitance, et dont on voit de temps en temps des drames, on le sait très bien. Il y a quelques jours encore, un petit garçon qui a été tué par ses parents. Et là, notre travail à nous, c'est de faire valoir les droits de ces enfants et en particulier de faire en sorte que ces enfants n'échappent pas au service. Que par exemple, quand il y a un signalement à l'école, ce signalement soit porté à l'attention d'un service social, que ce service social consulte un médecin, etc. Qu'il y ait une chaîne d'intervention de telle sorte que cet enfant ne se trouve pas vis-à-vis d'un adulte qui peuvent être par exemple ses parents, dans une situation complètement démunie et désarmée. C'est ça un des principaux problèmes, mais nous avons aussi à cet égard la question particulière, mais qui est aiguë, des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs isolés, étrangers, notamment à Calais, qui sont aussi, par obligation légale, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est tout le problème des enfants aujourd'hui qui ont été évacués de Calais et dont aujourd'hui, comme beaucoup d'entre eux ne vont pas pouvoir traverser
la Manche et ne vont pas pouvoir être accueillis en Grande-Bretagne, vont se retrouver dans le système normal de l'aide sociale à l'enfance, avec la charge que ça représente pour les départements. C'est un des sujets que je traite avec la défenseure des enfants. Vous êtes défenseur des droits des Français, de façon plus générale. Vous êtes évidemment neutre dans la campagne présidentielle, c'est une obligation, évidemment. Néanmoins, vous avez écrit aux candidats pour leur demander de permettre aux personnes handicapées d'exercer leur droit de vote, en veillant en particulier à ce que la campagne électorale leur soit accessible. Alors concrètement, en quoi ça consiste et que vous ont répondu les candidats? Je leur ai écrit il y a à peu près un mois, aucun ne m'a répondu pour l'instant. Mais j'ai fait... Preuve de l'intérêt qu'ils portent à la question? Non, je crois que beaucoup s'y intéressent. Depuis quelques années, nous avons fait beaucoup d'efforts pour rendre les bureaux de vote accessibles. Vous l'avez vu, au municipal, au régional, il y a des rampes pour que les gens... Bon. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que la campagne elle-même soit comprise et accessible par tous. Ça veut dire, par exemple, qu'il faut faire, quand on fait des réunions, le nécessaire pour que les sourds ou malentendants puissent y accéder. Il faut faire le nécessaire pour les malvoyants ou les aveugles, pour les personnes qui souffrent aussi de handicap cognitif. Et ça veut dire qu'il y a aujourd'hui notamment beaucoup de technologies, beaucoup de logiciels qui permettent de faire face et de rendre tout ça accessible. Donc, moi, ce que je veux, c'est appeler l'attention des candidats, qu'ils prennent des dispositions, parce que c'est vrai que les personnes handicapées doivent être des citoyens à part entière, à la fois pour le vote et pour les campagnes. C'est le sens du travail que je fais. Mon travail, il est celui de l'accès aux droits à travers les services publics. 80% du travail que je fais porte sur l'accès aux services publics. Et dans ces 80%, près de 40%, c'est l'accès aux services sociaux, aux retraites, à l'assurance chômage ou aux allocations familiales. C'est ça, essayer de faire que des droits qui sont proclamés soient effectifs pour tous. Et votre neutralité de défenseur des droits vous empêche évidemment d'émettre un avis sur la campagne électorale. Ça, c'est absolument évident. Et de ce que votre ancienne famille politique fait. Le statut du défenseur des droits, c'est d'être libre et indépendant et non partisan. J'ai une opinion de citoyen, mais pas en tant que défenseur des droits. Et simplement, ce que je dis, peut-être, ça je peux le dire, parce qu'il y a 10 ans que ce n'est pas seulement dans cette campagne, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité est insuffisamment présente dans les discours publics, que ce soit ceux des gens qui gouvernent ou que ce soit ceux des gens qui sont candidats. Je regrette beaucoup que ce que j'appelle le discours de l'identité supplante souvent le discours de l'égalité. Or, ce dont nous avons besoin, et on le voit bien pour tous ces jeunes en particulier qui sont dans des quartiers défavorisés, qui sont en banlieue, ce dont nous avons besoin, c'est qu'ils aient le sentiment profond, ils ne l'ont pas aujourd'hui, que la République est partagée par tous et que la République, elle est égale pour tous. Souvent, beaucoup de gens, peut-être des millions de gens, ont le sentiment qu'ils en sont exclus. Moi, à ma place, j'essaye de faire en sorte que cette égalité soit réelle. Effectivement, et les discriminations au travail sont l'un des chapitres de votre rapport. Les discriminations selon l'origine et qui sont très difficiles à juguler, mais qui existent. Et notamment aussi ces discriminations en fonction du sexe, puisque on sait que les femmes subissent de nombreuses discriminations. Et alors aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'inégalité femmes-hommes étant toujours présente dans les salaires, dans les carrières, et que malheureusement, il y a relativement peu de saisine du défenseur des droits ou de la justice. Nous avons fait des lois, par exemple, sur le harcèlement. Ces lois sont très bonnes, elles sont très peu utilisées. Une mission parlementaire l'a dit dernièrement. Et c'est la question que j'ai posée à travers l'enquête en particulier que j'ai faite l'année dernière. Il y a trop de non-recours au droit. Il faut que de plus en plus de personnes recours contre les discriminations, contre l'inégalité d'accès, contre des droits qui ne sont pas respectés. Et la France est un État de droit. Et voilà. Il faut faire en sorte que cet État de droit fonctionne. Et on peut saisir le défenseur des droits, évidemment. Là, c'est le rapport 2016. Et il y a un site internet, évidemment, où tout est expliqué. Site internet défenseurdesdroits.fr, notre téléphone et notre adresse. 3 places de Fontenoy, Paris 7e. Merci beaucoup, Jacques Toubon, d'être venu ce soir sur iTélé. Dans un instant, c'est la météo et le journal sur iTélé.